Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Alors, ce que je vous Merci de propose, monsieur m'accueillir. l'abbé, c'est de commencer par vous présenter déjà, qui vous êtes, et puis on va commencer ensuite par la genèse du projet, pourquoi cette école est née. Vous verrez sa pédagogie, sa singularité, ce qui fait son succès, et puis on va après entrer dans le vif du sujet avec le projet d'agrandissement qui répond à la forte demande et les tenants aboutissants financiers pour finir par la construction du produit financier qui permet de donner du sens à son épargne. Monsieur l'abbé, je vous laisse évidemment vous présenter. Voilà, donc bonjour à tous, l'abbé Graff, 10 ans de sacerdoce et 6 ans de sacerdoce exercé en école avec toujours beaucoup de joie, beaucoup de fatigue aussi, hein, c'est ce qu'on dit, le sacerdoce et la fatigue sont inséparables, et en même temps, eh bien, beaucoup de fruits, grâce au Seigneur, grâce à l'Esprit Saint. Donc, depuis 3 ans, mes supérieurs m'ont envoyé dans cette mission de prendre la direction de l'école Saint-Martin. Donc j'ai reçu l'accord de l'Académie de Nantes pour être le directeur académique de l'école, suite à mes années notamment d'expérience antécédente dans l'enseignement. Et donc la direction de cette école Saint-Martin, hein, donc qui permet aujourd'hui à 180 élèves et bientôt nous espérons à encore plus. Voilà, je vous donnerai quelques chiffres à la fin de cette présentation pour voir les perspectives de croissance, mais eh bien, à 180 élèves, eh bien, de profiter de notre pédagogie. Alors, l'école Saint-Martin, c'est un site dans le vignoble nantais. Vous voyez cette image qui montre l'emplacement, hein, on voit les vignes tout autour. C'est une propriété, donc la partie centrale, ce qu'on appelle nous le château, créé au XVIIIe siècle, avec 80 hectares autour de vignes, hein, qui sont la propriété d'un armateur richissime nantais, qui s'est fait sa petite maison de campagne, si on peut dire. Et puis, eh bien, voilà, les changements de propriétaires successifs ont amené à la création de deux ailes de bâtiments que vous voyez sur la gauche du château, avec une troisième aile de bâtiment un peu plus petit, mais les deux grosses ailes en L, hein, du bâtiment, eh bien, c'était un bâtiment d'hôpital, puisque au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, la propriété devient un centre d'accueil des blessés de guerre et des prisonniers de guerre qui rentrent d'Allemagne. Et finalement, l'hôpital de Nantes va créer ce lieu de séjour dans un cadre très reposant, pour soit des convalescents un peu longue durée, soit également pour des personnes en fin de vie qui ont besoin justement de ce cadre calme, reposant et apaisant. Et donc finalement, eh bien, nous continuons cette vocation d'accueil, hein, alors non pas des malades ici, mais des élèves. Et pour prendre un tout petit peu de recul, eh bien, nous faisons partie des écoles de la Fraternité Saint-Pédis, qui sont répartis, comme vous le voyez, bien sûr, dans toute la France. Aujourd'hui, nous assurons la direction de 45 écoles de garçons. Il y a une collaboration d'aumônerie pour 43 écoles primaires de filles. Et puis, nous avons 10 établissements secondaires, hein, sachant que l'école Saint-Martin, c'est le dernier né, on peut dire, hein, des écoles secondaires de la Fraternité Saint-Pédis en France. Donc, puisqu'elle a elle va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Mais donc déjà un bel essor, comme vous pouvez le constater. Donc nous sommes en région nantaise, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais donc aujourd'hui avec 180 élèves, eh bien nous desservons, on peut dire, un large secteur ouest, hein, qui va du Poitou à la Touraine, à l'Anjou, bien sûr à la Vendée et au sud de la Bretagne. Même cette année, on a un élève de Normandie. Voilà, on a quelques exceptions parfois, mais donc cette pédagogie que nous avons mis en place nous permet de rayonner, et pas seulement une implantation purement nantaise, mais voilà, d'avoir cette attractivité qui déborde un petit peu le simple cadre du vignoble nantais, si je peux dire. Le vignoble nantais, eh bien, c'est un emplacement idéal parce que nous sommes juste en périphérie de Nantes, à 10 km du périphérique, donc tout près pour les Nantais qui veulent venir, mais aussi, eh bien, nous avons vraiment une campagne, nous avons de l'espace, nous avons 11 hectares de terrain à l'heure actuelle. Voilà, les enfants et les garçons particulièrement ont de quoi se défouler, donc ça compte énormément pour nous.
Alors, notre pédagogie, eh bien, elle est centrée autour de la figure de Saint Martin. Pourquoi Saint Martin? Parce que donc, mon confrère qui était là il y a 10 ans et qui a pu se porter à cœur de la propriété avait promis à Saint Martin d'être le patron de l'école, et il se trouve que l'acte d'achat de la propriété que nous avons fait par rapport au CHU de Nantes, c'était pas gagné parce que, eh bien, c'était Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui aurait. C'était un pari d'une certaine manière, et ce pari étant réussi puisque l'acte d'achat a été signé le 11 novembre 2012. Hein, donc 11 novembre, fête de Saint-Martin. Il y a des clins d'œil de la Providence qui nous confortent. Et donc, eh bien, cette statue équestre de Saint-Martin qui donne son manteau aux pauvres et qui donne sa vie au Christ, c'est un petit peu tout le résumé de notre pédagogie. Et elle accueille comme ça, eh bien, chaque élève qui arrive dans l'école, chaque nouveau en particulier qui arrive à la Place Solière, eh bien, il y a cette grande allée de chêne que vous verrez un petit peu plus tard. Et au débouché de cette allée de chêne, à travers la grille, on voit Saint-Martin. C'est lui qui accueille chaque élève, comme pour dire, eh bien, imite mon exemple. Voilà. Alors, cet exemple, nous proposons aux élèves de le suivre en s'engageant, en étant acteurs de leur éducation, en entrant pleinement eux-mêmes dans la pédagogie que nous leur proposons. Et il y a toujours cette idée que nous sommes éducateurs, mais finalement, comme disait Baden-Powell, ce qui compte dans l'éducation, c'est le garçon. Il faut connaître le garçon, et il faut que le garçon s'implique dans son éducation. Et pour ça, eh bien, le fondateur de l'école, l'abbé Lajoigny, avait mis en place un moyen très visible, un signe d'appartenance sociale, hein, c'est la cravate. Alors la cravate de Saint-Martin, elle est rouge, hein, c'est la couleur de la charité, le don de soi au Christ, don de soi aux pauvres, don de soi au prochain. Et puis elle est beige, il y a deux couleurs, hein, rayé rouge et beige. Le beige signifiant plutôt l'humilité, la persévérance, hein, dont chaque élève doit faire preuve pour pouvoir progresser à la fois ici, maintenant, et puis plus tard dans la vie, hein, cette humilité et cette persévérance qui sont au cœur à la fois de la vie chrétienne et de tout engagement d'homme, finalement. Hein, et cette cravate, elle est remise, vous le voyez, au cours d'une cérémonie un peu majestueuse, puisque, en fait, on ne devient pas élève de Saint-Martin d'un claquement de doigts. Hein. Il faut faire ses preuves, et donc chaque élève, au cours de sa scolarité, en fait, va être d'abord en période d'essai, en période, entre guillemets, d'initiation, c'est-à-dire de découverte de l'école, de son esprit, et il va devoir montrer que lui-même, il a ce qu'il faut pour entrer dans l'esprit, et il en donne les preuves. Et quand c'est fait, souvent au bout d'un demi-trimestre, autour des vacances de la Toussaint, juste avant le départ en vacances de la Toussaint, eh bien, il y a la grande cérémonie d'intégration de tous les nouveaux, et vous voyez que derrière chaque élève qui a un genou en terre, qui va s'apprêter à promettre fidélité à Saint-Martin, à l'esprit de l'école, aux traditions de l'école, eh bien, il y a un ancien qui, lui, a déjà la cravate, qui est le parrain de cravate. Voilà. Il y a un parrain de cravate parce que, finalement, l'école Saint-Martin se veut, même malgré sa jeunesse, mais déjà avec toutes les générations qui sont passées, se veut être une tradition. Et donc, on reçoit cette cravate d'un ancien qui nous la donne. Et quand il la donne, il rappelle le symbole des couleurs. Hein, il dit, reçoit la cravate de l'école Saint-Martin, hein, le rouge, couleur de la charité, hein, et du don de soi, hein, le beige, la couleur de l'humilité, de la persévérance. Et il termine en disant, sache qu'elle peut être retirée si tu ne t'en montres pas digne. Voilà. En fait, c'est cette pédagogie où il y a le sentiment d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, mais pour lequel il faut être à la hauteur. Alors évidemment, nos élèves ne sont pas parfaits, hein, mais on attend cette bonne volonté, on attend cette volonté de progresser, hein, qui leur permet de profiter pleinement de notre pédagogie. Hein, donc l'année dernière, on avait intégré, je pense, une 50aine de nouveaux. Voilà, donc là, on a qu'une photo partielle, c'est difficile d'avoir une photo en grand angle qui permette de bien se rendre compte. Mais en tout cas, voilà, cette pédagogie, c'est la charité de Saint-Martin, le don de soi au Christ et aux pauvres, et le retour au réel aussi. Hein, et je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Monsieur l'abbé, juste pour savoir, les parrains sont déterminés comment le jeune choisit son parrain ou... Il y a une double sélection. C'est d'abord
le filleul, si je peux dire, qui va demander à un camarade qu'il apprécie ou qui s'est montré particulièrement accueillant. On insiste pour que tous le soient. Mais donc, c'est d'abord l'élève, le nouveau, hein, on l'appelle les petits crapauds, hein, qui sont les nouveaux, qui ne sont pas encore des princes charmants. Voilà. Et donc, qui demandent à un ancien d'être leur parrain. Et ils font valider par un abbé ou par le frère leur proposition. Et donc, de toute façon, généralement, un élève qui porte la cravate de Saint-Martin est apte à être parrain à Saint-Martin. Mais on part plutôt sur l'idée que on a besoin de ce bon accord entre le parrain et son filleul, parce qu'ils vont s'entraider, parce que le parrain va pouvoir être un soutien, soit dans les petits moments de coups de mou, soit pour être de bons conseils. Et donc, on a besoin de ces atomes crochus. Donc, on part vraiment sur l'idée que c'est d'abord une initiative du filleul qui doit chercher son parrain. Donc, sur les classes supérieures, quelle que soit la classe. Alors, classe supérieure ou même classe, si c'est un ancien. Okay. Si c'est un ancien, c'est faisable. Voilà. Parce que, en fait, c'est vraiment l'idée d'une tradition. Et donc, pour transmettre, il faut déjà avoir reçu. Mais si on est dans la même classe, du coup, on est déjà apte à transmettre malgré tout, puisqu'on est déjà ancien. Ouais, très bien. Voilà. Alors, on était sur le retour au réel. Voilà, ce retour au réel, eh bien, je vais vous le développer un tout petit peu après dans la suite de la présentation. Là, vous voyez cette année la classe de nos petits, hein, donc les grandes sections CP. Hein, si vous regardez en bas de l'écran, vous voyez d'ailleurs que ça n'est pas vraiment un intrus. Hein, le chat fait partie de la vie de l'école parce qu'il chasse les nuisibles. Et en ce moment d'ailleurs, il y a une portée de chatons qui sont en train de sortir de leur litière pour le plus grand bonheur de tous ces petits gars qui, s'ils sont sages, ont l'autorisation de la maîtresse de prendre les chats sur leurs genoux. Donc voilà, c'est des petits outils pédagogiques, mais justement ce retour au réel, en ce contact avec la nature, les animaux qui sont là pour une raison précise, hein, ils font partie du cycle de la nature. Voilà. Alors, l'esprit de l'école, c'est aussi des promotions. Qu'est-ce que les promotions chez nous? C'est pour les troisièmes, puisque aujourd'hui nous sommes une école primaire et un collège qui sont jumelés, qui fonctionnent ensemble, et nous n'avons pas de lycée. Donc pour nous, la promotion, c'est la classe de troisième qui se choisit d'abord un chef de promotion et ensuite un patron de promotion, soit un personnage un peu héroïque, un peu grandiose, qui va être un idéal pour les garçons à suivre. Donc, pour vous donner des exemples, on a eu les cadets de Saumur, Élie Denoy de Saint-Marc, Saint-Théophane-Vénard, la promotion Notre-Dame de Paris. Là, cette année, c'est la promotion Légion thébaine, c'est-à-dire Saint-Maurice et ses compagnons martyrs. Voilà, donc ce sont des exemples virils, chrétiens, qui vont tirer les garçons vers le haut et ils vont préparer pour consacrer finalement ce choix de patronage, un baptême de promotion dans lequel eh bien, des anciens, donc des garçons qui ne sont plus élèves aujourd'hui à l'école, viennent et reviennent parce qu'ils aiment Saint-Martin et vont passer le flambeau. Et ensuite, eh bien, ils vont pousser leur cri de promotion qu'ils ont choisi. Cette année, ils ont choisi en latin la devise « plutôt mourir que faillir hein, »,« Potius mori quam fedari ». Et donc, ils poussent ce cri de promotion en unissant tous leurs flambeaux. Voilà, donc c'est l'esprit de corps qui se manifeste ainsi. Hein, ils ont ce sentiment d'appartenance, déjà à l'école Saint-Martin, et en plus, dans l'école Saint-Martin, les aînés, c'est la promotion. Hein, et ça tire du coup les autres classes vers le haut, ça leur permet d'avancer avec encore plus d'envie. Alors, pour récapituler notre projet pédagogique, on pourrait donner 5 composantes. Voilà, donc la première, c'est l'atmosphère liturgique, puisque bien sûr, Messire Dieu premier servi, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, et c'est ce qu'a fait Saint-Martin, hein, en quittant le service de l'empereur pour un service plus haut, le service du Christ. Et donc nous cherchons à transmettre cela dans une belle liturgie, dans une piété qui fait partie intégrante de la vie de l'école. Nous avons tous les jours ensemble le chapelet, nous avons la prière du matin et du soir. Les élèves ont accès au sacrement par la messe. Alors, il y a une messe par semaine tous ensemble, et puis sinon, il y a une messe quotidienne à laquelle ils ont la possibilité d'assister s'ils le souhaitent. Ils ont la possibilité de se confesser. Voilà. L'atmosphère chrétienne, c'est l'atmosphère de l'école. Hein, donc, évidemment, ils ne passent pas leur temps à la chapelle, mais la chapelle, par contre, elle leur est toujours ouverte. Voilà. Et on tient à ce qu'il y ait cette facilité d'accès hein, pour les sacrements, pour les messes, faire de belles cérémonies qui vont élever leur âme vers le bon Dieu.
Et ils vont pouvoir ainsi d'ailleurs même apprendre le service de messe, apprendre aux autres à servir la messe s'ils ne savent pas encore, hein. Il y a toujours cette idée de transmission, de responsabilisation. Deuxième aspect de notre pédagogie, c'est l'atmosphère familiale. Hein, donc, dans l'école, justement, nous avons parlé de cet esprit de corps qu'il y a. Donc, l'école, c'est une grande famille et nous y tenons. Nous tenons à collaborer avec les familles et je le répète à chaque parent que je reçois dans mon bureau pour une inscription, je leur dis, les premiers éducateurs, c'est vous. Et nous ne faisons que recevoir de votre part une part d'autorité, finalement, pour éduquer les enfants. Et donc, cette atmosphère familiale, c'est l'échange entre l'école et les familles, cette collaboration très proche. Hein, et on se rend disponible avec les confrères, avec l'équipe pédagogique, pour permettre justement ces échanges et cette idée que ce qui est fait à l'école et ce qui est fait à la maison, ça va dans le même sens. Voilà. Et on travaille beaucoup sur cette unité école-famille. Et du coup, cette unité école-famille se retrouve parce que, eh bien, les garçons que nous recevons, ils vont avoir ce sentiment tous d'avancer dans la même direction. Alors encore une fois, chacun a ses atouts et ses faiblesses, bien sûr, mais en tout cas, il y a une direction commune. Et donc cette atmosphère familiale, eh bien, se retrouve dans des effectifs qui ne sont pas pléthoriques, hein, c'est en croissance, mais ça n'est pas non plus voilà, un énorme bahut, hein, on est 180 élèves, donc ce n'est pas énormément pour une école primaire plus un collège. On a des classes en primaire qui sont entre 15 et 20 élèves, et dans le secondaire qui ne dépassent pas 28 élèves pour le moment. Hein, et donc ça nous permet comme ça d'avoir des classes qui sont de taille relativement restreinte, et dont les professeurs connaissent suffisamment les enfants, peuvent les accompagner, peuvent les suivre, nous y reviendrons aussi. Cette atmosphère familiale, c'est l'atmosphère des équipes, puisque les élèves, alors séparément entre le primaire et le collège, mais les élèves sont intégrés dans des équipes qui sont d'ailleurs un peu calquées sur un système de patrouille qu'on retrouve chez les scouts, c'est-à-dire qu'il y a un chef d'équipe qui fait partie de la promotion des troisièmes et qui a sous sa responsabilité des plus jeunes qu'il doit guider tout au long de l'année. Alors les équipes sont fonctionnelles pour les repas, bien sûr, très important, donc la subsidiarité, ça s'apprend déjà à l'école finalement, hein. Pour les services, donc la participation active au fonctionnement de l'école, que ce soit le couvert, la vaisselle, un peu comme à la maison, les balayages, il y a l'équipe sacristie, l'équipe qui s'occupe du soin des animaux, l'équipe qui assure l'entretien du parc ou des bâtiments, voilà, et puis donc cette atmosphère familiale, elle se retrouve dans l'équipe, elle se retrouve dans les classes, puisqu'on insiste énormément sur l'unité des classes. On ne veut pas qu'il y ait d'élèves qui soient laissés de côté, qui soient mis à part. Voilà, c'est l'idée. On avance en classe et il y a un chef de classe qui est nommé par la direction. Et ce chef de classe, c'est justement un agent finalement d'unité. Hein. Il va essayer de réconcilier quand il y a des petites chamailleries, quand il y a des petites guéguerres. Et finalement, cet esprit de classe va aider chacun à trouver sa place dans l'école. Voilà, et ça, on y tient beaucoup. Et ça se met en place avec le temps. Au début de l'année, il y a toujours un petit peu de mise en place. On a toujours un gros arrivage de nouveaux dans 2 classes, bien sûr, hein, les grandes sections pour le moment, qui sont la première classe de primaire, et puis la 6e, où on a l'arrivage souvent des pensionnaires. Voilà, donc cette atmosphère familiale, elle trouve son application dans ces différentes dimensions, et puis enfin, elle trouve son application dans la vie de l'internat. Nous avons, sur 180 élèves, aujourd'hui, nous avons 70 internes, dont 65 collégiens. Vous voyez que ça fait, sur 90 collégiens, on a 65 pensionnaires, donc ça nous fait un gros pourcentage de collégiens qui est pensionnaire. C'est un choix des familles, parce que nous proposions la pension, nous ne l'imposons pas, et il arrive même d'ailleurs que des familles d'externes ou demi-pensionnaires demandent que, justement en 3e particulièrement, les élèves puissent bénéficier de la pension. Et dans la pension, bien sûr, alors on retrouve encore plus cet esprit de famille, avec notamment le foyer, les chambrées, hein, qui sont des petites chambrées de 4 ou 5 élèves. Donc, vraiment, pour le coup, c'est comme à la maison, quoi. C'est des petites familles. Et de cette manière, eh bien, finalement, il y a à la fois une atmosphère de bonne connivence entre les élèves et de bonne connaissance entre les élèves et l'équipe pédagogique, particulièrement la communauté des abbés et du frère, hein, qui assureront toute la gestion de la vie de l'internat.
avec surveillance d'études, de dortoirs. Nous prenons tous nos repas avec une table qui est au milieu du réfectoire des élèves. Donc nous faisons nous-mêmes partie de cette famille. Nous ne sommes pas en dehors de la vie des élèves, nous sommes vraiment au milieu des élèves. Voilà, Monsieur Vieillefaux tout à l'heure demandait si on jouait au foot avec les élèves ou voilà, au sport. Alors on se fait un plaisir avec mes confrères prêtres, puisqu'on est relativement jeunes encore, de jouer avec les élèves. Et ils sont souvent contents de nous voir sur les terrains. Ils viennent demander presque chaque jour à la fin des cours à 4h30, Monsieur Abbé, est-ce que vous pouvez venir jouer? Voilà, donc pas toujours, mais... Quelle chance! Voilà, ça c'est vraiment très chouette. Et d'ailleurs, on le fait en soutane, donc ça met un petit peu de piment sur le terrain. De temps en temps, ça arrête un but, voilà, et ça fait partie du jeu. Voilà, donc ça, c'est quand même très chouette. Il y a une phrase, Monsieur l'abbé, que vous appréciez à dire et qui est assez symptomatique, enfin dans le bon sens du terme, de l'esprit familial, c'est à l'école, je suis fier de ma famille, et en famille, je suis fier de mon école. Je trouve que c'est une belle phrase qu'il faut marteler. C'est l'abbé Lajonie qui avait un peu mis en place cette phrase, et c'est vrai que elle fait bien ressortir cette fierté d'appartenir à Saint-Martin et cette fierté de sa famille. On ne choisit pas sa famille, comme on dit, hein, et il faut en être fier, il faut l'assumer à tous les niveaux. Et de la même manière, eh bien, les élèves qui sont à Saint-Martin doivent être fiers de leur école. Et finalement, c'est cet échange de fierté à la fois de la famille au sens strict et puis de la famille de Saint-Martin qui va faire que les élèves vont se sentir bien à l'école et bien chez eux. Voilà, que ce soit pas une punition pour eux d'arriver à Saint-Martin. On ne veut surtout pas cet état d'esprit-là. Parce que parfois, dans l'esprit des parents, c'est la pension, c'est la punition pour l'enfant qui ne travaille pas bien. Nous, on voit la pension comme une solution et comme un moyen pédagogique privilégié pour faire progresser les enfants. Voilà. Alors, le sens des responsabilités, vous l'avez compris déjà dans ce que j'ai dit sur l'atmosphère familiale, sur l'esprit d'équipe. On apprend aux garçons finalement à être responsables d'eux-mêmes et aussi des plus jeunes. Là, vous voyez bien un rassemblement qui prépare la descente des couleurs. Nous avons cet esprit de famille, mais les familles, l'ensemble des familles d'un pays forment la patrie, et donc nous apprenons aux garçons ce respect de la patrie. Nous levons les couleurs et nous les descendons une fois par demi-trimestre, donc retour et à la fin du demi-trimestre, retour des vacances à la fin du demi-trimestre. Retour des vacances, ce sont les troisièmes qui ont le privilège de monter les couleurs. Et au départ en vacances, eh bien, il y a ce grand rassemblement en carré autour de Saint-Martin et des couleurs de la France, frappé du Sacré-Cœur, puisque eh bien, voilà, nous apprenons aux garçons d'être fiers d'être français. C'est un honneur pour lequel eh bien, il faut se montrer digne. Et donc, chaque descente des couleurs, c'est l'occasion de mettre en avant 4 élèves qui vont être choisis chacun dans une classe du collège et dont le comportement a été particulièrement apprécié pendant le demi-trimestre. D'ailleurs, on tient beaucoup à ce que, ça fait partie du retour au réel juste après, mais on tient beaucoup à ce que les élèves ne soient pas récompensés uniquement pour leurs résultats scolaires. Et donc, justement, dans une descente des couleurs, eh bien, on peut mettre en avant un élève qui a eu un très bon comportement, même si ses résultats ne sont pas brillantissimes parce qu'il n'a pas autant de moyens spéculatifs que d'autres. Eh bien, son comportement est mis en valeur. Et finalement, il n'y a pas de décalage d'esprit entre ceux qui sont plus brillants en classe et ceux qui sont plus manuels, ceux qui sont moins spéculatifs. L'esprit d'équipe, on le retrouve, le sens des responsabilités, on le retrouve dans les équipes sportives. Donc là, vous voyez notre équipe de foot qui s'apprête d'ailleurs demain à faire une rencontre contre un autre collège de la région de la Vendée qui va venir jouer chez nous. Au match aller, on a pris 3-0, donc là, ils sont très revanchards. J'espère que ça ira bien. Et donc, cet esprit d'équipe, en fait, ils le développent à la fois dans l'équipe de l'école et puis ils font des tournois, par exemple, tournoi de foot inter-équipe, organisés par les élèves qui font eux-mêmes le planning des matchs, qui notent les résultats, qui arbitrent, etc. Donc, sens des responsabilités jusque dans le jeu, finalement, parce que jouer à cet âge-là, c'est une chose très sérieuse. Un match de foot, on y met sa vie quand même quand on est adolescent, donc c'est quand même sympa. Et ce sens des responsabilités, enfin, ils vont pouvoir l'exercer dans toutes les petites missions qu'on peut leur confier pour l'entretien de l'école, pour, voilà, et vous voyez derrière, par exemple, les sous-bois, eh bien, on leur confie volontiers des tondeuses, des broussailleuses pour les plus grands d'entre eux, qui ont parfois l'habitude de faire ça en famille, puisqu'on a beaucoup de familles qui viennent du terroir. Et donc, comme ça, vous voyez, ils s'impliquent vraiment l'entretien de l'école, l'entretien des bâtiments,
la vie, c'est leur école, quoi. C'est comme à la maison où on participe aux tâches. C'est vraiment cet esprit familial qu'on retrouve avec le sens des responsabilités. Le retour au réel. Donc, comme je vous avais dit, eh bien, on est dans un cadre bucolique. Là, vous voyez cette arrivée à Saint-Martin, donc la belle grille de la cour d'honneur, le château derrière, et puis au milieu, la statue de Saint-Martin, les couleurs de la France. Voilà, ça, c'est l'esprit de Saint-Martin. Et ce retour au réel hein, qu'on essaie de transmettre aux garçons, eh bien, ça va être en récréation, parce qu'on est dans la nature. Comme je vous ai dit, on a 11 hectares. Donc, les garçons, ils n'ont pas seulement une cour goudronnée, hein, ils ont des terrains qui sont verdoyants. On est en région nantaise, donc on a l'avantage d'avoir un peu d'humidité. C'est un atout aussi, hein, finalement. Et puis, c'est la possibilité pour eux, hein, on avait vu une photo tout à l'heure, par exemple, les primaires. Il y a un potager dans la cour des primaires, et donc chaque élève a la responsabilité d'arroser son plant de tomates, ses poireaux ou ses bêtes, et puis comme ça, eh bien, il comprend que oui, ce qui pousse ne pousse pas tout seul. On a quelques chèvres qui tondent les zones herbeuses en dehors des terrains de sport. Voilà, c'est ce retour au réel, on cherche à leur transmettre. Par également la possibilité justement de profiter du parc au cours pendant les cours, notamment les cours de SVT, eh bien, les professeurs vont emmener les élèves dans le parc et faire justement cette observation de la nature, à la fois végétale et animale et minérale. Donc tout ça, c'est une pédagogie qu'on essaye de faire la plus complète possible. Finalement, c'est le corps et l'âme, et le corps, on a vu dans le sens des responsabilités, mais aussi justement dans cette capacité à un retour réel dans le monde où nous sommes aujourd'hui, finalement, où les écrans prennent tant de place. Eh bien, on tient à ce que les enfants, d'abord, sachent que, voilà, planter un arbre, ça demande un effort. Hein. J'ai des élèves qui font partie d'une équipe jardin, donc on fait les plantations pour l'entretien du parc, etc. On a planté des cerisiers cette année, on a planté des hortensias. Voilà, et à chaque fois, il faut arroser, il faut vérifier que ça pousse, il faut tailler, et éventuellement arracher les mauvaises herbes. Voilà, c'est le retour au réel. Et puis enfin, eh bien, dernier aspect de la pédagogie, au niveau plus scolaire, je dirais, c'est une volonté pour nous de nous adapter au profil des élèves. C'est-à-dire que notre recrutement, il se fait principalement sur l'état d'esprit, et donc là, l'état d'esprit du garçon et la volonté des familles de collaborer avec nous. Et l'aspect purement scolaire, eh bien, on peut dire, un éventail de capacités, si je peux dire. Alors, pour vous en donner une manifestation très concrète, eh bien, dans nos élèves de 3e, c'est la 3e année que je suis directeur et je retrouve ce même pourcentage. Nous avons un tiers de garçons qui vont s'orienter vers des sections professionnelles. Donc ça vous montre un pourcentage. On n'a pas la volonté de faire une élite spéculative. On veut une élite morale, une élite de garçons qui sont conscients de leurs responsabilités face à l'avenir de la France et de l'Église, et conscients que ça se jouera sur leur devoir d'État, mais tout le monde n'a pas la vocation d'être ingénieur ou docteur en droit ou en lettres, et donc il y a aussi ceux qui vont s'orienter vers des métiers plus manuels, et en même temps ceux qui justement ont des belles capacités intellectuelles, nous essayons de les pousser au maximum. Hein, donc c'est pas évident bien sûr, parce que pour les professeurs ça nécessite pas mal d'adaptation, c'est pour ça qu'on tient à limiter les effectifs des classes, pour permettre cette adaptation au fur et à mesure de la progression des élèves. Mais notre idée, voilà, c'est chaque élève progresse, il progresse à son rythme. S'il faut, par exemple, pour les élèves dont on sait qu'ils vont viser une orientation, eh bien, on leur supprime les cours de latin, qui vont peut-être représenter une charge de travail trop importante pour eux et leur permettre d'avoir davantage de temps d'études ou de soutien scolaire en français ou en mathématiques, comme souvent ils en ont besoin. Vous voyez, cette adaptation, je vous donne un exemple très concret, je vais essayer de ne pas dépasser trop le temps. Eh bien, l'autre jour, un garçon qui vient me voir après un brevet blanc en 3e, et puis il me dit, Monsieur Abbé, j'en ai ras-le-bol, je me suis encore payé des tôles à mon brevet alors que j'ai beaucoup travaillé. Je lui dis, mais oui, mais Baudouin, au début de l'année, vous étiez venu me voir pour un projet de mettre en place une clôture pour des moutons. Et donc, vous avez réussi ce projet, vous avez mis 500 mètres de clôture, vous avez planté ça avec votre équipe, on va bientôt accueillir les moutons. Bah, ça, vous savez le faire. Et évidemment, vous n'allez pas avoir une note dans votre bulletin scolaire avec ça, mais par contre, c'est une vraie réussite. Donc, ne vous découragez pas, avancez. Voilà, c'est ça notre souci d'adaptation, en fait. C'est aider les enfants, leur garder l'esprit positif.
même si parfois c'est pas, ils peuvent être dans certaines difficultés scolaires. Voilà, donc le cri d'école dans les grandes occasions, hein, que vous pouvez apercevoir. Hein, notre force, eh bien, ce sont nos promotions d'élèves, de familles, de classes, des professeurs, hein, d'éducateurs. Notre esprit, c'est eh bien, vraiment cette idée d'une tradition. Comme je vous l'ai dit, on transmet les codes, les rites, les coutumes, les symboles, les cérémonies de l'école. Et puis notre honneur, notre religion, la foi, la présence divine, la liturgie, le sacrement, la prière, le chant. Voilà. Alors, eh bien, toute cette affluence nous permet d'avoir un budget qui est assez solide, somme toute. Vous voyez les charges et les revenus qu'on peut détailler juste après. Dans les revenus, eh bien, nous avons les scolarités qui sont bien sûr la majeure partie, hein, donc 3/4 à peu près, et puis 1/4 quand même d'autres revenus qui sont justement les dons, les soutiens que nous allons chercher en dehors. Comme toutes les écoles hors contrat, en fait, nous ne pouvons pas imposer la charge de l'ensemble des investissements aux familles qui sont souvent des familles avec plusieurs enfants. Quand ils scolarisent plusieurs enfants dans l'école, eh bien, ça fait des sommes importantes. Et donc, pour tous les investissements et le développement de l'école, jusque-là, eh bien, nous allons chercher des donateurs qui nous permettent chaque année soit de compléter ce qui peut manquer à certaines familles pour les revenus des scolarités, soit en tout cas de l'entretien du bâtiment. Hein. Il a fallu chaque année, depuis le début de l'école, mener un certain nombre de travaux pour poursuivre la transformation des bâtiments. Hein. De passer d'un hôpital à une école, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est les revenus. Et puis les charges, là c'est un budget un peu classique, si je peux dire, d'école, avec les charges de personnel qui représentent la majeure partie, les 2/3 quasiment. Deuxième poste, c'est la restauration. Donc nous fonctionnons avec un traiteur. La consommation, bien sûr, énergie, eau, électricité. Et puis le reste, maintenance et pédagogie. Alors, quels sont nos travaux? Eh bien, vous voyez que depuis le début de l'école, eh bien, il y a une progression des élèves hein, qui est quasiment constante. Il y a eu un petit plateau, on peut dire, autour de 140 élèves pendant 2-3 ans. Et puis, de nouveau, c'est reparti à la hausse hein, depuis 3 ans d'une manière vraiment significative. Et je vais vous le dire juste après, mais l'année prochaine, enfin, la courbe va augmenter d'autant plus vite. Alors aujourd'hui, on est à 180 élèves répartis sur 10 niveaux avec 19 professeurs. Et finalement, nos projets, nous les avons construits, nous avons mené une réflexion pendant 2 ans avec l'aide de nos supérieurs, l'aide d'architectes, l'aide de personnes qui nous ont aidés à bien mettre les choses en place. L'effectif croissant d'un côté et la scolarisation obligatoire pour les petites et moyennes sections de maternelle de l'autre nous font envisager des travaux qui vont nous permettre d'accueillir 12 niveaux, donc en rajoutant les petites et moyennes sections, ce qu'on va faire dès l'année prochaine, mais surtout 18 salles de classe, donc là, plus de volume, pouvoir peut-être d'abord, dans un premier temps, ouvrir toutes les classes, bien sûr, de la maternelle et du primaire, développer le collège, pourquoi pas en coupant des classes et en faisant des classes qui vont viser plus l'orientation et d'autres plus ceux qui vont vers un lycée général. Et donc finalement, quand on aurait fini tous ces travaux, avec 18 salles de classe, si on compte, mettons 16 salles de classe avec 20 élèves dedans, ce qui n'est pas énorme, bien, vous voyez que les 300 élèves sont largement atteints. Et donc ça pourrait être en 2026 si nous avons réussi à tenir notre échéancier de travaux. Alors cet échéancier de travaux, on l'a réparti en 4 tranches que je vais vous présenter maintenant de manière succincte. Avec d'un côté donc ces tranches de travaux pour vous permettre de visualiser. Tout à l'heure au début, on avait le château vu de l'autre côté. Là, on le voit dans ce sens-là. Et toute la partie en rénovation, c'est la partie en tuiles que vous voyez sur la gauche de votre écran. Donc, toutes ces ailes de bâtiment sont à rénover. Jusque-là, il n'y avait qu'une salle de classe au rez-de-chaussée de ce bâtiment-ci. Et donc, l'idée, c'est de rénover cet ensemble-là, ce qui représente quasiment 1000 m² hein, de bâtiment. Donc, les projections, ça nous donnerait ça à terme. Et tranche après tranche, si nous détaillons un petit peu, la première tranche, elle est déjà lancée parce que ça pressait d'accueillir tous ces enfants. Les familles nous demandaient si vous pouvez ouvrir des classes de maternelle. Et donc, la pression, elle est là depuis plusieurs années. Mais l'obligation de scolariser cette année à la rentrée en septembre 2022 nous a poussé à aller plus vite que la musique, d'une certaine manière. Donc, le gros œuvre est terminé.
Le ravalement des façades, des murs intérieurs, il est en cours. Le frère a passé tout le week-end de la Pentecôte à faire ça, sauf le dimanche, bien sûr. Voilà, l'essentiel des travaux est lancé. On a fini toutes les dalles. Les ouvertures vont être posées à la fin du mois de juin. La toiture va être, tout ce qui a besoin d'être restauré le sera aussi d'ici la fin juin. Et donc, après cet été, il va falloir la pose du plancher chauffant, le carrelage et toutes les finitions. Voilà, donc 240 000 euros, c'était le budget prévisionnel. On va certainement dépasser un peu puisque c'était un budget qui était établi en juin 2021. Et vous notez bien que cette année, avec l'inflation, on va certainement passer au-dessus. Voilà, ça c'était les bâtiments il y a un peu plus d'un mois. Et voilà ce que ça donnerait en 2026 quand on aurait tout fini, ces bâtiments neufs. Donc avec le préau sur la gauche du bâtiment ici, cette trois parties-là. Ici un vestibule, ici une salle de classe, des toilettes et derrière le vestibule une autre salle de classe. Et à l'étage, une grande salle de 100 mètres carrés qu'on n'aménagera pas tout de suite. Mais en fait, cette partie en ardoise, au milieu, il y a une magnifique charpente du XVIIe siècle qui tient à valoriser. Donc, on va laisser une seule pièce d'un seul tenant. La charpente est plus ancienne que le château, puisque le château même a brûlé pendant la Révolution. Voilà. Deuxième tranche. Monsieur l'abbé, vous mettrez une bibliothèque dans cette salle. Là, voilà, une bibliothèque à terme, effectivement, à l'étage de cette partie centrale. Et vraiment faire une pièce de charme, si je peux dire. Deuxième tranche, 2 salles de classe et une salle des institutrices. Donc, pour permettre de visualiser, vous voyez ici les plans. Juste là où il y a ma souris, c'est la partie où justement il y a la partie en ardoise que je viens de vous montrer. Et donc, toute la suite du bâtiment, au rez-de-chaussée, c'est ça la deuxième tranche, en fait. Donc, cette photo-là montre l'angle du bâtiment. On aurait un petit sanitaire pour les sanitaires encore des tout petits. Et ici, à la place du vestiaire et des sanitaires existants, ce serait des cloisons, et puis on ferait une salle des institutrices. Et puis donc dans la deuxième aile du bâtiment, ici on retrouve la partie en ardoise, et donc au rez-de-chaussée ici, on aurait une salle polyvalente qui permettrait aux classes de primaire de faire des activités qui nécessitent plus d'espace que la classe. Ici un vestibule, et là une grande salle de classe de primaire, de maternelle, avec derrière une petite salle de sieste et un bureau, une pièce de stockage. Voilà. La troisième tranche, eh bien, une fois qu'on aura fini le rez-de-chaussée, la troisième tranche, c'est aménager tous les étages, donc particulièrement l'étage de ce bâtiment-là. Comme il n'est pas très large, on ne peut pas faire le couloir à l'étage, donc il nous faudra prévoir une galerie, comme vous voyez, une galerie d'accès extérieur qu'on va rajouter et qui finalement sera l'occasion même d'embellir encore le bâtiment et de le valoriser. On tient vraiment à valoriser ce patrimoine. Tout ça, ce sont des bâtiments en pierre. La partie des bâtiments un peu plus à l'est, il y avait un enduit en ciment que nous allons faire sauter. Nous avons déjà commencé à le faire à l'intérieur pour les salles de classe. Et donc tout ça va finir en enduit à pierre vue, donc quelque chose qui va vraiment valoriser le bâtiment. Cette galerie d'accès extérieur, pareil, qui aura vraiment du charme. Voilà, donc l'ensemble des plans, et puis qui est phasé vraiment par tranche, et avec l'idée d'accueillir à l'étage ici, en bleu, là où vous voyez ma souris, éventuellement une communauté de sœurs religieuses qui pourraient nous soutenir sur la partie du primaire, puisque comme on l'a dit ici, eh bien, ce sera tout l'enseignement du primaire. Elles auraient leur clôture à l'étage et elles seraient en mesure à la fois de profiter des offices, bien sûr, de la communauté dans l'église, et puis d'assurer l'encadrement d'une partie du primaire, puisqu'elles ont une expertise, ce sont les sœurs de la fraternité Saint-Pédis, et elles ont une expertise depuis plus de 30 ans pour le primaire, et leur compétence est vraiment reconnue. Alors on a déjà mis en place un certain nombre de moyens pour aller chercher les fonds, le comité de soutien, des donateurs, des grands donateurs aussi, qui ont été sollicités. Voilà, ces grands donateurs, la semaine dernière, a pu nous aider à hauteur de 50 000 euros. Voilà, la Providence Veille, Saint-Joseph est derrière nous. Et puis on a mis en place des moyens, des flyers, site internet, une vidéo de présentation. Edouard vous parlera dans peu de temps. Voilà, je vous laisse la parole, Edouard. Écoutez, monsieur l'abbé, merci beaucoup. Et vous voyez ce projet, ce cœur nucléaire de la pédagogie, on a bien pris le temps que vous puissiez bien comprendre l'âme de cette œuvre, l'âme du projet, qui est totalement séduisante. Alors,
comment accompagner ce projet, comment donner du sens à son épargne en accompagnant ce beau projet et en permettant donc à l'école Saint-Martin-la-Passelière de s'agrandir. Vous l'avez compris, 180 élèves aujourd'hui, 230 à la rentrée. Monsieur Abbé, vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe, et puis on vise les 300 dans quelques années. Donc tout ça, ça a besoin de bâtiments nouveaux. Et vous le voyez en plus avec un angle autour du beau, puisque c'est des bâtiments qui vont être embellis de par ce qu'on vient de voir et ces belles photos d'illustration. Alors, le produit financier, c'est un produit financier, comme vous connaissez chez Credo Lending, qui est le plus clair possible, le plus lisible possible, le plus transparent possible, avec une vraie perspective de ce que vous allez pouvoir toucher et récupérer. C'est un produit financier sur 8 ans. Donc, il va accompagner cette rénovation. On lève donc les 2 premières tranches de travaux, on lève 550 000 euros, donc sur 8 ans, rendement annuel 2%. Donc, chaque année, vous touchez 2% de votre investissement. Et puis, dès la première année, pendant 8 ans, vous allez percevoir aussi une partie de votre capital. Donc, il y a remboursement dès la première année en amortissable de votre capital investi. Donc voilà, c'est comme si vous prêtiez à cette école Saint-Martin-la-Passelière sur une durée de 8 ans à un taux de 2%. Voilà, vous jouez le rôle de la banque avec votre épargne pour pouvoir justement développer cette œuvre au service de notre jeunesse plutôt de l'Ouest aujourd'hui, mais on peut très bien avoir, de par cette action de communication avec cette levée de fonds, des jeunes qui viennent de plus loin, puisque c'est clair, c'est extrêmement attractif et on a besoin de ce type de structure pour justement élever nos jeunes dans cette atmosphère quand même où le relativisme et où la morosité est assez ambiante. Donc ça fait du bien, Monsieur l'abbé, de vous avoir ce matin avec nous et de vous entendre. On n'a qu'une envie, c'est de chausser nos crampons et d'aller jouer au foot avec les jeunes et puis avoir cette cravate rouge et beige. Voilà. La mienne est bleu marine. Voilà, un peu fiston.